Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel interview, pour ce nouveau témoignage. Pour ce témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans un splendide endroit, dans un super endroit, dans l'ancienne église de Napoléon Bonaparte. Derrière nous, il y a la pièce d'eau Neptune. Alors vous l'avez deviné, je suis dans la demeure de l'Empire Grimm. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Grimm. Gilles Grimm. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Mais super bien, je vais super bien. En tout cas, merci de me recevoir chez toi. Je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation pour faire un reportage sur ton parcours, sur ton état d'esprit, sur ta philosophie de vie. Alors, si vous ne connaissez pas Gilles Grimm, il va se présenter en 2-3 mots. Donc, d'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Que faisais-tu avant l'immobilier? Présente-toi en 2-3 mots pour les internautes qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, moi, j'ai commencé ma carrière pour faire mon service militaire, à l'époque qui était obligatoire. Donc, comme je n'étais pas très doué à l'école, j'ai décidé de m'engager à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. À la BSPP. À la BSPP, dans laquelle j'ai fait une carrière complète de plus de 16 ans. 16 ans. Avant d'être en retraite, à l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 61 ans. 61 ans. Alors on va revenir un peu en arrière. Donc tu fais ta carrière des pompiers de Paris pendant 16 ans, comme tu l'as dit. À quel moment tu as investi dans l'immobilier? Tu as investi dès que tu es rentré, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dès que tu as eu tes premiers salaires comme moi, tu as commencé à investir, tu en as profité. Comment ça s'est passé pour toi? Malheureusement, non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Il se trouve qu'à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on ne nous donnait pas le temps de réfléchir, car on travaillait énormément. Mon service, c'était 72 heures de travail d'affilée pour 24 heures de repos, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant de nombreuses années entre 90 et 140 heures par semaine. Donc les 35 ou 39 heures à l'époque, t'as jamais connu. Ça te fait rire d'ailleurs. Ce qui me fait rire surtout, c'est les gens qui pleurent parce qu'ils travaillent 35 heures aujourd'hui, alors que moi je travaillais 140 heures et on ne disait rien. Ouais, c'est les gens qui travaillent. D'ailleurs, c'est sans regret, parce que c'est ce qui m'a donné la force de continuer plus tard et de travailler d'arrache-pied. Le mental, tes convictions, ta force que tu as aujourd'hui, l'éducation un peu que t'a donné la brigade, ça... Absolument aussi, une éducation dans le respect des gens, parce que notre devise c'est sauver ou périr. Tout à fait. C'est pas n'importe quoi. Et également dans le fait d'avoir de la promptitude, de l'exactitude, de la politesse. Du respect, voilà quoi. Tout un ensemble, donc qui se forge au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, de nos jours, quand tu vois les gens qui font 35 heures, qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à mettre tel ou tel projet en place, ou qui ne trouvent pas le temps de le mettre en place... moi je me dis tout simplement, je ne juge pas, je ne critique pas non plus. Mais dernièrement, il y a une personne qui me posait une question et qui me disait « Vous gagnez bien votre vie ?» Je dis « Oui ». Mais je vais vous répondre simplement. Quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine, qui gagne par exemple 1700 € par mois, et quelqu'un qui travaille 120 heures par semaine, s'il gagne 3 fois plus, ça me semble normal. Oui, tout à fait. Puisqu'il travaille 3 fois plus. Oui, c'est mathématique. Donc voilà. Moi, je n'ai pas honte de gagner un petit peu plus que les autres, mais en tout cas, je travaille beaucoup plus que les autres. Donc en fait, tu es en train de nous dire, donc tu as fait toute ta carrière chez les pompiers de Paris, donc 16 ans, et pendant ces 16 années, tu n'as pas eu le temps d'investir par rapport à ta charge de travail qui était très très lourde. Et du coup, comment l'idée d'investir, tu as eu le temps, comment tu as pu avoir le temps d'avoir l'idée d'investir, sachant que tu étais complètement focalisé sur ton travail. Donc, comme il l'a dit, travailler 120 heures, 140 heures par semaine. Donc je suppose que les quelques jours qui t'étaient alloués pour te reposer, tu faisais quoi? Tu dormais? Je me reposais. Tu te reposais. Donc... Bon, pas que ça, quand on est jeune, on est dynamique. On sort un peu. J'habitais Paris, pas oublier, oui. Une magnifique ville, donc je passais mon temps surtout dans les musées, je visitais, je bouquinais beaucoup,
J'avais un manque de culture, donc j'avais une soif d'apprendre. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Et j'ai appris des langues étrangères, je me suis même inscrit en faculté de droit, j'ai passé un diplôme d'équivalence d'ingénieur, également dans les immeubles grande hauteur. Voilà, je ne suis pas resté inactif. Tout ça pendant tes jours de repos, pendant tes quelques jours de repos. Pendant les nuits également, où j'étais de garde à la brigade, où on ne dormait pas spécialement beaucoup. Hein. Moi, je peux dire que depuis des années, j'ai dormi une moyenne de 5 heures par nuit uniquement. D'accord. Ouais, donc tu t'es jamais arrêté, tu as toujours continué. Absolument. Et au jour d'aujourd'hui, tu as arrêté la brigade et tu continues toujours sur le même rythme. Je continue, même le samedi dimanche, je travaille, parce que j'ai des galeries d'art au Plus de Saint-Ouen ou vers le Champ de Mars, donc j'y vais également le matin à 9h30, 10h. Voilà, je continue ce que je sais faire en fait, sans problème particulier. Pour en revenir à votre première question, je n'ai pas investi pendant la brigade parce que je n'en ai pas eu l'idée, tout simplement. Voilà. Donc, mais j'avais compris qu'il fallait être dans les clous et j'avais un petit PEA, un compte épargne logement, un Codévie, un compte en banque, il y avait toujours en positif, jamais en négatif. Naturellement très peu d'économies. Hein. Mais quand je suis arrivé au bout de 16 ans d'activité, et que j'ai eu la possibilité de prendre une retraite anticipée, je me suis dit que c'était vraiment une opportunité. Ouais. Une opportunité pas de partir de la brigade, mais une opportunité d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je ne vais pas gagner assez, car figurez-vous que la retraite était de l'ordre de 650 €. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec 650 €? Donc après la brigade, oui, tu es obligé de reprendre une nouvelle activité. Nouvelle activité. Je me suis dit, non seulement je vais prendre une nouvelle activité, mais je vais faire en sorte de pouvoir planifier ma vie pour augmenter mes revenus. De quelle manière? Et là, ça a été illuminé immédiatement, l'immobilier. L'immobilier. Alors pour en revenir à la question que je t'ai posée, donc là tu finis ta carrière à la brigade, mais chose très importante, tu commences à te passionner pour l'immobilier, mais tu as quel âge concrètement? 33 ans. 33 ans, donc tu commences à t'intéresser à l'immobilier à 33 ans pour investir, tu vas nous le dire un peu après, à 34 ans. Absolument. Donc voilà, vous qui nous regardez, voilà, l'expérience de Gilles Grimm nous montre qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour investir, il n'est jamais trop tard pour investir. Vous allez voir par la suite, vous allez découvrir au fur et à mesure de cette vidéo l'empire Grimm et vous allez voir ce qu'il a réussi à se constituer en ayant commencé à investir à 34 ans. Donc on va dire tardivement, vraiment tardivement par rapport à ce que vous allez pouvoir entendre par la suite. Donc 33 ans, tu commences à t'ouvrir un peu l'esprit sur l'immobilier, à voir que ça va être un pilier d'enrichissement qui va pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus vite. Et tu arrêtes la brigade et tu es nommé directeur, enfin tu vas me le dire, directeur. Alors, pas tout à fait comme ça. À 33 ans, déjà pendant mes jours de repos, je vais voir les agences immobilières. Ouais. Je fais une petite étude de marché sur Paris et je m'intéresse uniquement aux petites surfaces et les petits studios qui étaient à la mesure de ce que je pouvais posséder en fait. Comme je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas prétendre à acheter un 2 pièces ou un 3 pièces à un prix par exemple de 150 000 €. Non, je pouvais prétendre à acheter quelque chose à l'époque 50, 60 000 € qui était totalement pour moi dans mes moyens. Donc naturellement, dans mes moyens intellectuels également. Oui. Et je suis allé voir également les banques en parallèle. On dit voilà, si je trouve un studio à tel prix, que je mets un locataire à tel prix, est-ce que je pourrais prétendre avoir un prêt? Oui ou non? Et là, à l'époque, les banques me répondent, il y a des possibilités si votre dossier tient la route. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les banques ne travaillaient pas par scoring. C'est-à-dire ne rentraient pas des données et appuyaient sur un bouton qui dit oui ou non. Oui. À l'époque, c'était une relation humaine avec le directeur ou l'employé de la banque qui vous recevait. À l'époque, on avait même des gens à la banque qui avaient déjà travaillé dans l'immobilier, donc ils connaissaient. Ils connaissaient le système, bien sûr. Le système. Et là, différentes banques, mes banques à moi, Crédit Lyonnais, BNP, Caisse d'épargne, est plus simple.
me disent, oui, on peut vous prêter 100%, voire 110% avec les frais de notaire, voire un petit peu plus même avec les travaux. Avec les travaux, ça existait déjà. Alors là, j'ai réfléchi et je peux vous assurer que je n'ai pas dormi quelques nuits quand même, parce que ça m'a travaillé. Tout s'est accéléré dans la tête. Je suis retourné tout de suite voir d'autres agences immobilières, voir les prix, voir combien je remboursais, le locataire, combien il pouvait payer. Et là, je me suis aperçu que je pouvais avoir des locataires qui payaient plus que le remboursement bancaire. Donc dégager du cash flow dès le début. Dégager du cash flow dès le début. Donc, en quittant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, j'ai tout de suite été acheter un appartement pour me loger. La moindre des choses, je n'avais pas d'appartement. Oui. Et j'ai eu 2 présentations d'appartements. Un agent immobilier m'a présenté un appartement dans le 15e, rue Saint-Charles, qui était assez grand, rez-de-chaussée, 32 mètres carrés, et un autre dans le 20e, 26 mètres carrés, avec une cave de 26 mètres carrés également. Et je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Et puis, après avoir réfléchi, le choix, je l'ai fait pour de bon. Je me suis dit, je vais prendre les 2. J'ai fait intervenir une entreprise qui m'a dit une chose complètement étonnante. Pour le 15e arrondissement, mais écoutez, il y a 2 portes à l'extérieur, pourquoi vous ne couperiez pas pour faire 2 studios? Donc pour faire ce qu'on appelle de la division de l'eau. La division de l'eau. À l'époque, je ne connaissais pas du tout. Je dis, oui, peut-être, mais faites-moi un devis. Alors il m'a fait un devis, c'était hors de prix pour moi. Donc pas dans ton budget, pas possibilité de le faire. Pour moi. Donc je lui ai proposé quelque chose. Donc là, écoutez bien l'une des premières astuces de la vidéo. Je lui ai dit, voilà, moi je ne serai pas capable de payer ceci. Est-ce que vous voulez bien m'employer? Je vous aiderai à porter les sacs, à charger le matériel, et vous m'apprenez comment on fait du plâtre, de l'enduit, de la plomberie, de l'électricité, du carrelage, où c'est qu'on va acheter les matériaux, et moi je vous aiderai, je serai un fidèle collaborateur. J'avais la pêche, donc aucun problème. Et là il a dit oui. Il m'a dit, ok, je me rappelle très bien, il s'appelait Christian Bardon. Et donc j'ai décidé de prendre l'appartement du 20e arrondissement, rue Stendhal, en résidence principale. Donc du coup j'ai vécu dans une cave, mais ça me plaisait beaucoup, et dans un rez-de-chaussée. Et nous avons attaqué les travaux ensemble, rue Saint-Charles, où en 2 mois, j'ai tout appris. Donc déjà dès le début, par rapport à ton état d'esprit, cette philosophie de vie, tu étais confronté un peu face à un mur, parce que tu n'avais pas d'argent pour faire une division de l'eau, mais tu t'es pas arrêté face à ce mur, tu t'es pas dit, parce que ce serait dit 100% des investisseurs, bon bah tant pis, je ferai ça une autre fois. Toi, de suite, tu t'es mis à réfléchir pour trouver des solutions pour pouvoir le faire. De toute façon, il n'y a pas le temps d'attendre une autre fois. La vie continue, moi je prends le train en marche, je monte dans n'importe quel wagon et je vais à la même vitesse. Voilà. Ça s'appelle un état d'esprit, l'état d'esprit d'un investisseur. Voilà, tu t'arrêtes pas à une problématique, tu vois un problème, de suite, hop, tu mets ton cerveau en action pour trouver une solution. Et la solution, elle a été doublement payante, c'est que tu as réussi à faire les travaux, et de plus, c'est que tu as commencé à apprendre le métier. Absolument. Du bâtiment, enfin de la rénovation. Et... Donc, dans la foulée, j'ai posé des CV pour trouver un travail, parce que ça, je l'ai fait pendant la période dite de reconversion. À l'armée, quand vous terminez votre temps, vous avez une période de 6 mois de reconversion dans laquelle vous pouvez aller dans le civil pour trouver un autre boulot et vous êtes payé pendant 6 mois. Donc j'avais 6 mois plein pot de revenus dans lesquels je pouvais me reconvertir. Moi j'ai décidé de me reconvertir dans l'immobilier directement. J'avais compris que c'était un secteur qui pouvait être gagnant pour moi et je l'ai affiné. Ensuite, j'ai posé des CV pendant cette période de conversion dans laquelle j'ai été nommé directeur de l'agro de sécurité de la Grande Arche de la Défense, avec un bon salaire, qui m'a permis donc d'aller courtiser les banques, naturellement. Oui. Entre ma retraite et le revenu que j'avais, les banques pouvaient me prêter beaucoup plus facilement. Et là, naturellement, j'ai explosé très très vite. Donc là, t'es monté rapidement, t'es passé de 2 biens. Sauf qu'il me manquait une chose, c'est le temps. Voilà, t'avais beaucoup, ton nouveau travail te demandait beaucoup de responsabilités. Énormément. J'avais été nommé à ce poste où j'avais été chargé de l'organisation du sommet européen à l'époque des 7 nations industrialisées qui se passait à la Grande Arche de la Défense, dont j'étais le directeur technique. Donc vous imaginez, beaucoup de travail, une réglementation très stricte à mettre en place,
tout un savoir-faire que j'ai fait, naturellement. Mais à un certain moment, je me suis dit, je ne suis plus libre du tout, il fallait que je sois tous les matins de bonne heure. Il y avait des réceptions tous les jours dans l'entreprise en haut qui était tenue par Madame Pompidou. Il fallait que j'assiste à tous les cocktails. Je n'arrêtais pas, c'était pas très fatigant spécialement, mais beaucoup de temps de pris qui m'empêchait donc de pouvoir avancer. De pouvoir mettre en place ton projet. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Une décision très importante. Une décision, enfin, là, tu as décidé en fait ce qu'on appelle tes sorties de ta zone de confort. Je suis complètement sorti de ma zone de confort en prenant le risque maximal. J'ai décidé de changer de métier et je suis devenu gardien de parking. Gardien de parking. Chez Hewlett Packard. Et là, à Levallois. Tu divises ton... Et là, je divise par 3 mes revenus. Tu divises par 3 ton salaire. Mais je multiplie par 10 mon temps de libre. Et ce qui va te permettre de construire ton empire. Ce qui me permet de pouvoir aller voir les agences, les marchands de biens, les administrateurs de biens, les syndics d'immeubles, et également de potasser tous les jours, tous les journaux, le Parisien, le Figaro, le PAP, ProAppart, et j'en passe. Et justement, explique-nous, parce qu'en années 90... Pour pouvoir avoir le maximum de visibilité sur tous les lots, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien du tout. C'est ça, il n'y avait pas de concordance, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone portable. Il n'y avait que moi pour pouvoir analyser, me faire une idée du juste prix des choses, du prix des travaux que je contrôlais, ça y est, et également de la possibilité de louer, à quel prix également, pour rester dans des normes honnêtes et être sûr qu'il y a un locataire qui prenne l'appartement. Donc, quand aujourd'hui, nous, on recherche un bien, moi le premier, je vais sur Se Loger, Le Bon Coin, je rentre mes critères, hop, dans la minute ou dans les jours qui viennent, je vais recevoir des alertes par rapport à ce que j'ai cherché. Donc toi, explique-nous dans les années 90, comment tu fais justement pour rechercher des biens. Eh bien moi aussi, j'ai monté un système d'alerte. Ouais. À titre personnel. Comment tu as fait? Eh bien, figurez-vous que pour les agents immobiliers, par exemple, à l'époque, un agent immobilier prend ce qu'on appelle un mandat de vente auprès du vendeur, mais pouvait prendre aussi un mandat de recherche. D'accord. Je suis allé les voir et je leur ai dit, dans les secteurs que j'avais déterminés, moi j'avais déterminé qu'il fallait investir dans le 18e arrondissement, le 19e et le 20e. Dans les quartiers des quartiers populaires, modestes, au pied des métros. Je suis allé les voir, je leur ai dit, voilà, si vous me trouvez un bien, moi je suis d'accord de vous payer l'équivalent aujourd'hui de 1 500 € en plus par mandat de recherche. Seulement, donnant, vous m'appelez en premier, vous me laissez 5 minutes de réflexion. C'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, mon alerte à moi, elle n'était pas Internet, elle était une alerte de terrain avec des agents immobiliers qui voulaient gagner un peu plus et donc, de ce fait, ils me téléphonaient en premier. D'accord. C'est la seule technique que j'avais trouvée. Elle était bien, elle me convenait et ça a fonctionné. Voilà, bon, des alertes qui coûtaient 1 500 €, alors qu'aujourd'hui, nous, on a des alertes qui sont complètement gratuites. Donc encore une fois, tu as trouvé des solutions pour être le premier, Il fallait bien que je m'adapte. Oui, tu t'es adapté à ton époque et tu t'es pas cherché d'excuses et c'est comme ça que tu as réussi à construire, à trouver les biens qui étaient tant convoités, tu étais le premier à les avoir. C'est comme ça sûrement que tu as fait des bonnes affaires, que dès les premiers achats, tu avais déjà une plus-value en... C'est exact, mais je n'ai jamais en fait cherché à faire une bonne affaire. Je suis parti d'un principe de base qui est pour moi une ligne de conduite. Oui. Quand j'achète un bien, peu importe le prix que je le paye, peu importe le prix que je le paye, parce que dans 15 ans, il est payé. Il n'est pas payé par moi, il est payé par le locataire. Donc, qu'il vale 120 000 € ou 80 000 €, dans 15 ans, il est payé. C'est tout. Sauf que si je l'ai acheté 120 000 €, il faudra toujours 120 000 €. Fallait juste que tu t'y retrouves entre les crédits et les loyers. Entre les crédits et les loyers, que je fasse donc un juste équilibre. Alors, pour faire ce juste équilibre, naturellement, je n'avais pas, comme tu l'as dit, Internet, donc j'avais un cahier. Et à la main, j'écrivais mes rentrées, mes sorties, taxes foncières, les charges, tout. Et je pouvais faire un bilan. Et ce bilan me donnait donc des points positifs sur certains appartements. Des points négatifs sur d'autres. Qui étaient moins rentables. Qui me permettaient d'acheter un petit peu plus cher pour juste arbitrer, équilibrer en permanence.
Pour faire simple, si j'achète quelque chose 80 000 €, je peux en acheter un autre 120 000. D'accord, ouais, tout à fait. Ça fait une moyenne de 100. Voilà. Donc j'étais pas trop regardant sur le prix, je le discutais quand il y avait possibilité de le discuter, mais souvent j'achetais déjà au prix fixé parce que l'appartement avait déjà été travaillé par les agents immobiliers, était déjà au juste prix. Les agents immobiliers en amont avaient déjà fait une négociation. Il n'y a pas eu que les agents immobiliers. Je suis allé voir des marchands de biens, des spécialistes également, qui vendent, des syndics d'immeubles, des administrateurs de biens. Je suis allé également éplucher en permanence les journaux sur le marché. Et dès le matin, à 7 h, je téléphonais aux particuliers pour aller visiter leurs biens immobiliers. Oui, alors raconte ton interview, ce que tu m'as raconté. Donc, toi, ta stratégie, c'était d'aller à la librairie du Sentier. Alors, la stratégie était la suivante. J'avais appris par hasard. Quoi, par hasard? Je te coupe, mais la première, déjà, c'est que tu n'as jamais changé ton rythme de la brigade. 5h45 debout. Absolument. Même encore aujourd'hui, tu te lèves. Oh non, on exagère. Tu t'accordes Non, je m'accorde quand même 7 h du matin de temps disponible le matin. Et donc 5h45, hop, le réveil sonne. Métro, j'avais pas de voiture, direction la librairie du Sentier, qui est à la sortie du métro, qui est la première qui ouvre dans Paris. Ah, donc autre stratégie par rapport à... Oui, il faut être le premier. D'accord, donc toi, tu avais cherché en fait la librairie qui ouvrait la première dans Paris. Pour être le premier. Ah oui, t'avais vraiment... J'attendais réellement qu'il lève le rideau de fer, le gars. Hein, et j'achetais tout de suite. Les journaux étaient encore avec la ficelle devant la porte. Hein, et j'achetais le premier canard qui sortait, le PAP du jeudi, parce que c'était tous les jeudis. Hein. Maintenant, le PAP, c'est tous les jours, toutes les heures sur Internet. Oui, bien sûr. Et là, c'était une fois par semaine, le jeudi matin, 5h45. Pro Apart, Le Figaro et Le Parisien, mais ça tous les jours. Reste. Et donc j'allais au café du coin, je me prenais un petit café et j'épluchais complètement toutes les petites annonces avec un stabilo boss jaune et je notais, je découpais, je collais pour bien m'imprégner de l'annonce et à 7 h précis, je téléphonais. Alors c'est pareil, il n'y avait pas de téléphone portable. Oui. Donc il fallait aller dans une cabine téléphonique. J'avais des jetons téléphoniques d'avance, plein, la poche, et on y va. Ouais, tu t'es jamais dégonflé, tu t'es jamais arrêté par rapport à... Et donc, dès que j'avais le rendez-vous, à 7 h, il me disait, écoutez, venez pour 8 h avant que j'aille travailler. Moi, je peux vous assurer qu'à 8 h précis, j'étais devant la porte. Pour vraiment être le premier. Absolument. Et rapidement, tu as appris à connaître l'immobilier. Donc rapidement aussi, en un seul rendez-vous, en un seul coup d'œil, tu savais déjà si ce bien te convenait ou pas. Alors c'est très simple. Pour moi, l'immobilier est fait de la manière suivante. Peu importe l'état de l'appartement. Je détruis tout. Je refais tout à neuf. Ça, tu as toujours fait ça quasiment. Sauf certains appartements qui étaient propres. Ça arrive. Mais en règle générale, s'il y a des problèmes dedans, on enlève tout. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit pérenne. Moi, je vais faire une prestation de service. Je dois livrer quelque chose à un locataire qui doit être propre. Donc, c'est quoi propre? C'est porte blindée, c'est fenêtre double vitrage, c'est cuisine entièrement équipée, c'est salle de bain carrelée jusqu'en haut, avec du matériau solide qui va être pérenne pendant au moins 15 ans. Parce que moi, je vais louer pendant 15 ans, sûr. Toute la durée du prêt. Après, je prendrai la décision de vendre ou de pas. On verra. Mais de plus, la fiscalité était sur 15 ans. Avant, quand on achetait, la plus-value immobilière était totalement exonérée au bout de 15 ans. Donc je me tiens à la réglementation, 15 ans, et après je n'ai plus de plus-value immobilière. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Les plus-values sont passées à 30 ans, après à 22 ans. Et malheureusement pour moi, j'étais à 14 ans et demi quand c'est arrivé. Ça a été un drame. Ah oui? Oui. Donc tu n'as pas pu vendre ou à 6 mois près. À 6 mois après, donc je suis reparti sur 32 ans, vous imaginez. Ouais. Moi qui suis quelqu'un qui vit avec la réglementation d'une manière droite, la réglementation change en cours de route. Ça, mais c'est pas grave. Tant pis. C'est comme ça, on peut rien faire de toute façon. On peut rien changer. On continue et on avance encore plus de coups pour pallier à ceci. Donc, quoi qu'il arrive, changement de gouvernement, changement de président, changement... que ce soit la gauche, politique, la droite, extrême gauche. Je continue ma route dans ce fameux train, comme je vous l'ai dit, où je suis dans un wagon, je vais à la même vitesse et je vais au bout des choses. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en pleine élection politique et
Et combien de fois je l'ai entendu, si c'est la droite qui passe, ou si c'est la gauche, ou si c'est cela, si c'est ceci, si c'est cela, ça peut changer par rapport à l'immobilier, il faut faire attention, moi je vais attendre de voir qui est le nouveau président pour savoir si j'investis ou pas. C'est totalement faux. Si vous avez un projet, si vous avez envie d'investir, investissez. C'est à vous de vous adapter par rapport aux nouvelles lois qui vont tomber, par rapport, de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on investit dans l'immobilier, il faut être capable de s'adapter. L'immobilier, il y a un delta dans l'immobilier, dans l'investissement, qu'il soit boursier, dans l'immobilier, il y a un delta imprévu qui vous suivra toute votre vie, qui vous suivra pendant toute la durée de vos investissements. Et si vous n'êtes pas capable de vous adapter à ce delta imprévu, n'investissez pas. Il faut savoir que voilà, l'investissement, il y aura ce delta imprévu qui vous fera faire avec durant toute votre carrière d'investisseur. Mais le delta que tu parles qui est imprévu n'est pas du tout important, étant donné, je le répète, que si on prend un prêt sur 15 ans, au bout de 15 ans, il est payé. Oui, voilà. Le but, c'est que l'appartement soit un jour entièrement payé. Le but, pour moi, n'a jamais été de gagner de l'argent tout de suite. D'ailleurs, j'en ai jamais gagné tout de suite. C'est seulement maintenant que je respire. Le but, c'est d'amortir les biens complètement et d'aller au bout donc du temps que vous vous êtes mis pour emprunter. 20 ans, 25 ans, 15 ans. Voilà, l'idéal pour moi étant 15 ans, parce que c'était un temps qui correspondait à la plus-value. Voilà, pas trop loin par rapport, bien sûr. Et maintenant, si c'était à refaire tout de suite, je prendrais sans doute des prêts sur 20 ans, un petit peu plus longs, pour dégager une marge de sécurité afin de pouvoir arbitrer totalement sur un effet linéaire mes investissements. D'accord. Donc là déjà, dans cette première partie, on va dire, d'interview, tu nous as véhiculé, tu as véhiculé aussi aux internautes tes stratégies que tu as mis en place. Donc quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui continue toujours d'avancer dans cette longue course d'endurance, qui se lève tôt, qui trouve toujours des solutions au lieu de se trouver des excuses. Mais un peu comme toi, quand tu fais tes courses de fond d'ultra triathlon, voilà, tu n'arrêtes pas non plus de courir, et si tu arrêtes de courir, tu marches. Et je marche, voilà, tout simplement. C'est vrai que l'investissement immobilier, comme le dit Gilles, c'est vraiment une course d'endurance. Peu importe à l'allure où vous allez, il y a des moments où vous allez aller très vite, ça va se passer très bien les investissements, comme une lettre à la poste. Il y a des moments où vous allez rencontrer plein de problèmes, vous aurez des coups de mou, vous aurez plus envie, mais continuez quand même. Même si vous marchez, le but dans la vie, que ce soit un investissement immobilier, que ce soit dans une course de fond, dans le sport, dans n'importe quel domaine de la vie, si vous voulez réussir, il ne faut jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter, toujours continuer, toujours continuer. Même si vous marchez, c'est pas grave. Si vous marchez, vous avancez. Et toi, je suppose que plus d'une fois, tu as dû marcher dans tes projets, parce que tu étais confronté à plusieurs problèmes. Mais au jour d'aujourd'hui, de 34 ans à aujourd'hui, tu as toujours continué, tu t'es jamais arrêté. J'ai 3 règles de base. D'accord, oui. Que j'ai mis en action en permanence. Numéro 1, le principal est de toujours avancer. Numéro 2, il faut prendre le meilleur et l'améliorer. Numéro 3, et celui-ci est important, à intégrer, le pas cher coûte très cher. Ouais. Parce que le pas cher coûte très cher, c'est... Vous revenez 2 fois de suite, 3 fois de suite sur la même chose que vous avez sous-payé, par exemple dans les travaux, et il faut recommencer, donc vous ne louez pas pendant ce temps, le robinet, vous l'avez payé 3 fois le prix, etc. etc. Voilà, c'est un exemple. La qualité, là, on va dire... Je suis toujours parti de ces 3 bases-là et n'ai jamais arrêté d'avancer. Ouais, pour ton troisième point, tu me coupes si tu me reprends si je me trompe, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont chercher la qualité-prix, mais toi ce serait plutôt qualité-robustesse. Il y a des gens qui discutent pour acheter un bien immobilier à 10 000 € près. Mais 10 000 € empruntés, ça coûte combien par mois? Sur 15 ans, sur 20 ans 80 €. Pour 80 €, vous perdez une affaire de plus de 100 000 €. Juste pour 80 €. Non. On fonce. Oui. Si l'opération est blanche ou si elle s'équilibre, oui. Après, il faut quand même penser à négocier, mais il faut pas rater l'affaire. Faut pas rater l'affaire. Faut pas rater l'affaire. Et c'est comme je disais, moi, c'est par rapport à autre chose. Moi, c'était par rapport au taux. Par rapport au taux, moi, j'ai investi dans les années, j'ai beaucoup investi de 2006 à 2011. Moi, j'ai repris aussi des investissements après. C'est vrai qu'en 2006-2008. C'est là où il y avait, entre guillemets, moi, ce que j'appelle la pseudo-crise. Les taux étaient à 5-6%. Mais moi, les taux, ça m'était complètement égal, les taux.
Je ne cherchais même pas à négocier les taux auprès des banques. Moi, ce que je voulais, c'était avoir les prêts, comme tu le disais, avoir le prêt. Parce que si on n'a pas de prêt, mon patrimoine, je n'aurais jamais pu me le construire. Et je savais que sur le papier, sur ma feuille, avec ma logique et avec mes calculs, avec un taux à 5-6%, mes biens étaient rentables. Je sais que j'arrivais quand même à dégager, j'avais une opération blanche et sur certains, j'arrivais même à dégager un peu du cash flow. Alors c'est sûr que ce cash flow aurait été beaucoup plus important si j'avais eu des taux à 2-3%. Mais ça m'importait. Moi, ce que je voulais, c'était avoir le prêt. C'était la priorité, avoir le taux. Si j'avais même pu négocier au jour d'aujourd'hui, si je pourrais, j'ai déjà posé la question à un banquier, si les taux aujourd'hui qui sont à 1,5, 2,5, si aujourd'hui je pouvais négocier avec un banquier et des taux à 5% pour qu'il puisse m'ouvrir les vannes du prêt, mais moi je serais capable, j'aurais envie de négocier des prêts aujourd'hui à 5, 6, 7%, justement pour qu'ils réouvrent les vannes et avoir des prêts. Alors moi j'avais une règle. Elle peut sembler complètement incroyable, mais c'est la suivante. Prendre d'abord, réfléchir ensuite. Tout ce que les banquiers me donnaient en prêt, je prenais. Parce que rien ne m'empêche ensuite de renégocier la totalité des prêts sur un seul prêt. Tout à fait. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Tout à fait. Et là, j'ai économisé plus de 45% d'un coup. Ouais. C'est énorme. Sur des dizaines et dizaines d'appartements, ça fait un chiffre qui devient complètement conséquent, qui vous permet de vivre et de réinvestir au passage. Oui, tout à fait. Les deux. Non, mais ça c'est une très bonne stratégie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas, on va dire que c'est pas faisable aujourd'hui pour ceux qui vont prendre des prêts maintenant, parce que les taux sont historiquement bas et dans le futur, je pense qu'ils seront amenés à remonter. Les taux qu'on a connus en 2006, 2007, 2008 à 5-6%, ces taux, ils vont revenir, ça c'est sûr, ça monte, ça descend, ils reviendront peut-être dans 10 ans. Mais dans 10 ans, pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, si vous avez si les taux sont à 5-6% dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais c'est pas grave, n'ayez pas peur, investissez dans ces taux-là. Et dites-vous bien que dans quelques années, quand les taux redescendront, vous aurez l'opportunité justement de renégocier vos prêts et de revenir aux taux du marché qui seront peut-être dans le futur. La question ne se pose même pas, étant donné que si l'on prend des taux fixes, ils restent fixes. Oui. On peut prendre le risque aussi de payer un taux fixe à 2 points aujourd'hui, 2,2, au lieu d'aller chercher un taux variable à 1,6. Oui. C'est gagné d'avance. Oui, bien sûr. Si tu regardes sur un tableau d'amortissement la différence, elle est très minime. Elle se joue à très très peu. Donc pourquoi pas? Et toujours prendre un taux sur du très très long terme. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de réduire et de raccourcir un prêt immobilier que de l'augmenter. Un banquier refusera. Si vous dites j'ai un taux sur 10 ans, un prêt sur 10 ans, j'aimerais que l'on le mettre sur 25 ans, on va vous dire non monsieur. Si vous avez un prêt sur 25 ans, vous dites maintenant j'aimerais bien le passer à 10 ans. Oui. Et il y a une autre chose à prendre en compte. Non seulement le prêt s'amortit tous les jours, mais les loyers augmentent un petit peu aussi de temps en temps, tous les ans. On peut, moi, ce que je louais il y a 10 ans, c'est pas le même prix aujourd'hui. Oui. Malgré les limitations de loyer sur Paris aujourd'hui, je loue encore beaucoup, beaucoup mieux. Et je suis absolument pas persuadé que dans une ville comme Paris, ville-lumière, les loyers, dans 10 ans, ce sera sans doute 30% de plus. Oui, comme l'immobilier, sans doute 100% de plus. On peut le comparer aussi à la capitale, à Londres, où l'immobilier est bien plus cher que Paris. Pourtant, Londres, on y est à 2 heures de Paris. À la différence qu'à Londres, on n'est jamais propriétaire. Ah, je ne savais pas. C'est comme un bail antiféotique. On achète sur 30 ans, 50 ans ou 90 ans. Car tout appartient à la reine d'Angleterre. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. On est réellement propriétaire. D'accord. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que l'immobilier, on peut également le céder lors d'une succession à ses enfants. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui est mort. Il peut, d'ailleurs, les grandes familles aujourd'hui ont toujours de l'immobilier haussmannien qui vient de leurs arrière-grands-parents. Oui. Bon, vous l'avez compris, donc déjà on a eu cette première partie, on va dire, sur l'état d'esprit de Gilles Grimm, sur comment trouver un bien. Maintenant on va en revenir un peu sur ton ascension dans l'immobilier. Les internautes se disent comment tu as fait après pour passer de 5 à 10, de 10 à 20, après de 20 à 50, de 50 à 100. Donc comment tu t'y es pris? Alors, comment tu t'y es pris aussi pour à un moment donné pour faire gérer ce patrimoine